Bonjour à tous et merci d'être venus assister à ce talk où on va vous parler d'observabilité et de la prise de décision éclairée pour un numérique responsable. En introduction, pour imager un petit peu le propos, imaginez-vous que vous montiez dans un avion, quelle que soit sa taille, dont le ou les pilotes a construit lui-même son dashboard pour piloter son avion, et tout en sachant que potentiellement vous n'avez pas de tour de contrôle pour gérer les plans de vol. Vous aurez une vue assez parlante de ce qu'on trouve dans les divers systèmes d'information au travers des outils qui sont mis en place et de leur implémentation. Alors, je suis Guillaume Van Gelder, je suis practice leader donc, chez Open, nommé gourou observabilité. Et donc, je travaille depuis 23 ans dans l'accompagnement des DSI dans leur transformation perpétuelle, puisque c'est véritablement le cas. Et ça fait une douzaine d'années donc, que je suis spécialisé dans le domaine de la supervision et ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière plus large, l'observabilité. Et donc tous les process associés et les outils qui gravitent autour de l'observabilité de manière générale. Rapidement... on va peut-être se présenter. Oui, présenter aussi quand même. Autant pour moi. Ah bah une fois qu'il est parti, on ne peut plus l'arrêter. Donc moi, Jacques Buchaillot, je suis architecte applicatif. Ça fait 20 ans que je fais de l'informatique. Ça fait 16 ans à peu près que je fais du web. Je suis certifié numérique responsable et je m'intéresse surtout en ce moment à intégrer justement cette composante numérique responsable au sein de nos applications. Et encore un autre quarantenaire, Luc Lefebvre. Je fais du web depuis 1999, du e-commerce depuis 2006. J'ai fait un peu de dev. Aujourd'hui, je suis chef de projet, technical program manager chez un client. Le numérique responsable, ça a toujours été mon dada. On parlait d'accessibilité, on parlait de faire en sorte que tous les sites web soient utilisables par nos clients. Finalement, tout ça, c'est du numérique responsable. Et aujourd'hui, je suis certifié numérique responsable. Open, on a un stand là-bas, qui est aussi certifié numérique responsable. Et je suis hyper content, on est très contents tous les trois d'être là pour avoir cet échange. Let's go, Guillaume. C'est ton tour maintenant. Merci. Donc un rapide retour sur ce qui constitue aujourd'hui le besoin et la naissance du besoin de l'observabilité dans les systèmes d'information. Sur 40 ans d'histoire globale de l'informatique, on est passé de systèmes hyper centralisés à des choses qui se sont finalement déployées au niveau des SI rien qu'au travers des matériels donnés aux utilisateurs, mais également finalement maintenant tout ce qui est socle technique et socle applicatif, avec la mobilité qui s'est invitée depuis déjà une dizaine d'années, le cloud, qui est le sujet d'aujourd'hui, et l'intelligence artificielle qui va aussi venir s'inviter dans toutes les thématiques techniques et également finalement au niveau de l'observabilité. La dématérialisation du socle technique, toute la structuration des applications, ça a fait aussi changer les méthodologies de travail. Le DevSecOps est bien implémenté partout. En fait, il y a eu une transformation de silos purement techniques pour basculer vers des silos maintenant organisationnels qui sont construits finalement par des équipes PO, PM, les équipes DevOps opérationnelles qui les constituent et qui sont en responsabilité d'une ou d'un pool d'applications. La supervision, finalement, c'est l'éclatement de toutes les données qui sont récupérées sur des socles applicatifs, des socles techniques,
Et c'est la première étape en termes de récolte de métriques, de logs, de traces et autres, mais qui sont finalement éclatées. Et bien souvent, c'est difficile pour une entité de driver la récupération de ces informations et de la centraliser. La constitution des dashboards, pour qu'ils soient pertinents, c'est une question qui est très compliquée à mettre en œuvre au sein des DSI. Et c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, toutes les infrastructures et applications sont de moins en moins tangibles. On utilise des métalangages, du déclaratif pour créer, popper des infrastructures, les détruire, on l'a vu tout à l'heure, avec des vies de pod de quelques secondes au besoin. Et donc, pour en arriver à l'observabilité, où finalement, le véritable travail, ce sera d'agréger toutes ces données et de pouvoir en créer des dashboards qui auront un véritable sens pour les DSI. Concentration de données, vue globale et méta-objet. Donc, méta-objet au sens application. Je regroupe toutes mes métriques pour constituer un objet qui représente l'application que je veux voir dans un état de taux de dispo de 97, 98, 99%. Et ce qui fait véritablement la différence, c'est d'en arriver à intégrer également des données métiers pour apporter du contexte finalement à ce qu'on a récupéré dans des métriques qui sont vraiment technico-techniques. Et on aborde la partie numérique responsable. Ouais. Observabilité et numérique responsable. Déjà, l'idée, c'est derrière numérique responsable, l'idée, c'est qu'on se mette d'accord sur une définition. Moi, j'ai repris la définition de l'Académie du numérique responsable, qui font un super MOOC. Je vous conseille. C'est réduire finalement le numérique responsable, c'est réduire l'empreinte écologique, sociale du numérique. Je pense qu'on en a tous entendu parler. Aujourd'hui, 40 ans de transition numérique, on n'a pas fini, on avance. Et on a enfin compris que potentiellement, il y avait un problème climatique derrière tout ça. Et finalement, on a l'urgence climatique. Je pense que tout le monde est un peu au courant de ce qu'on entend par urgence climatique. Ça fait longtemps qu'on est en urgence climatique. Rapport du Shift Project de 2018 qui dit le numérique représente 4% des gaz à effet de serre avec une augmentation de 9% par an de la consommation d'énergie. Je pense que on est tous au courant de ça et on se dit bon ok, j'essaye d'agir, mais l'intérêt, je trouve que dans le numérique responsable, c'est qu'il y a quelque chose vraiment sympa, c'est que au lieu de se dire d'un côté il y a la transition numérique, de l'autre il y a l'urgence climatique, c'est de se dire je prends les deux et je fais avancer les deux en même temps. Et c'est finalement concilier les deux sujets. On va se dire finalement, avec le numérique responsable, c'est je peux créer de la valeur économique, je peux créer de la valeur sociale, je peux créer de la valeur environnementale. Donc on crée de la valeur. On peut aussi avoir l'envie, et je pense que c'est nécessaire, de vouloir réduire l'empreinte sociale et environnementale du numérique. Et troisième pan, on peut se dire aussi, tiens, avec le numérique, je peux avoir des actions positives, je peux utiliser le numérique pour réduire cette empreinte sociale et environnementale. Donc c'est ça, le numérique responsable. On est à Cloud Nord aujourd'hui. Le cloud est effectivement peut être une solution, plutôt qu'avoir des data, plutôt qu'avoir ces serveurs en propre chez soi qui ne sont pas utilisés à 100%. Le cloud, finalement, on va payer un service. Le service, on va le confier aux high-scalers, à OVH, à GCP, à AWS, à Microsoft Cloud. Eux, leur intérêt, finalement, c'est économique. C'est déjà de faire en sorte que
leur infra, quoi, tout ce qu'ils déploient, ça réduit finalement la consommation d'énergie. En fait, eux, ils sont hyper bons là-dedans. Et effectivement, ça, c'est une vraie opportunité. Donc voilà. Là où ils peuvent être moins clairs, c'est peut-être sur la rotation de leurs machines, la rotation de leur matériel. On sait, je vérifie que je suis sur la bonne slide, ouais. On sait que en gros, 60, là, ouais, c'est cette slide-là, voilà. Alors, ce sont les chiffres de l'ADEME. On a, ça date de quand? Ça date de 2022. 78% de l'impact environnemental est lié à la construction des machines, aussi bien les serveurs, aussi bien que les devices clients. 21% concerne la phase d'usage. Bon, il y a 1%, j'ai essayé de chercher où ça venait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'ADEME ici qui pourrait nous l'expliquer. Non, bon. Globalement, le sujet quand même du numérique responsable, c'est peut-être s'attaquer à ces 78%, en tout cas, il faut s'attaquer aux 78%, il faut aussi s'attaquer aux 21%. Et finalement, le numérique responsable, donc comme je le disais, c'est les deux sujets, hein, transition numérique et urgence écologique, voilà. Et finalement, il faut aller concilier les enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Et finalement, si on parle d'observabilité aujourd'hui, c'est un processus qui a le net avantage de poser le sujet au sein de l'entreprise. On va pouvoir finalement se dire, chacun fait des efforts, on va pouvoir mesurer les efforts réalisés par chacun avec une data centralisée. Mais je te laisse la parole maintenant, Guillaume. Alors, l'observabilité en tant que telle, en tant qu'outillage pour une DSI. Le but, c'est de partir de la technicité pour arriver à une prise de décision. Alors là, j'ai pris un chiffre qui a été fourni par New Relic et qui expose que 72% des DSI ou des services informatiques, de manière générale, utilisent plus de 2 outils d'observabilité. Donc, qui peuvent être un peu ce qu'on connaît aujourd'hui sur le marché, hein, une suite ELK, du Datadog, du Centréon, enfin, du Dynatrace et de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Le véritable sujet finalement là-dedans, c'est pas tant l'outillage en tant que tel que l'organisation que ça demande. Ce qu'il faut bien voir, c'est véritablement que pour arriver à avoir une prise de décision, il faut avoir une donnée concentrée. Et donc, il faut que dans une DSI, on ait un choix de produit qui soit le plus centralisé possible, qui n'empêche pas tout un chacun, en tant que développeur, en tant que Ops, de créer ses propres dashboards pour ses propres besoins, d'utiliser potentiellement même dans son coin plutôt le CloudWatch directement ou un PG Watch 2 quand on fait du PostgreSQL parce que c'est plus pertinent techniquement. Mais derrière, ce qui est important, c'est que même si ces outils-là sont très pertinents pour les personnes qui utilisent au quotidien une techno particulière, il faut arriver véritablement à acculturer tout le monde pour que l'injection des data soit centralisée sur un outil qui a été choisi et qui va faire foi pour le reste de la DSI. L'important également, ce sera de travailler sur tout ce qui est normalisation et référentiel, puisque finalement, pour pouvoir faire de l'agrégation dans tous ces outils-là, il faut que les équipes agiles puissent se mettre d'accord sur des terminologies, du tagging, des choses comme ça, qui doivent être structurées. Sinon, au risque d'avoir un éclatement de la donnée dans les outils et d'être en incapacité d'assurer qu'on supervise et qu'on observe finalement tout le périmètre technique de l'ASI. Et finalement, qu'on ait une compréhension à tous les niveaux de cette data.
Et qu'en plus de ça, par la suite, on puisse agréger des datas qui, au premier abord, ne paraissent pas être liées, mais qui finalement, mis bout à bout ou mélangées, mixées au travers des différents dashboards possibles et formules mathématiques qu'on a à disposition dans les outils, permettent de dégager des informations intéressantes en termes de conduite de produit, par exemple, plutôt qu'un état à un instant T d'une application. Pour illustrer le propos, ce que je vous montre là, c'est un dashboard qu'on voit de manière assez courante, qui est très beau comme ça, avec, on a plein de métriques, on a plein de pourcentages, on a du vert, du rouge, du orange, on voit bien qu'il y a des choses qui, a priori, ont dépassé certains seuils, ça parle tout de suite, mais finalement, en fait, sur un dashboard comme celui-là, moi, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup. C'est pas de l'observabilité, on est sur de la supervision, ni plus ni moins. L'observabilité, elle va venir à partir du moment où, par exemple, quand on fait du e-commerce, c'est un exemple qui est assez simple à traiter. Ce qui aurait été intéressant pour pouvoir déjà corréler l'activité qu'il y a là, par rapport aux métriques techniques qu'on y a agrégées, c'est tout simplement avoir le nombre d'utilisateurs uniques, le nombre de connexions qui sont réalisées sur le site, le nombre de paniers ouverts, le nombre de canaux de paiement, de canaux de paiement qui ont véritablement été aboutis, qui ont été jusqu'au bout. Parce que dans ce cas-là, ça permettra de voir des activités qui ne sont pas des activités techniques. On peut avoir un site qui fonctionne très bien et pourtant avoir des articles mal encodés, avoir des prix mal appliqués, et puis tout à coup, ça s'affole. On ne sait pas pourquoi, parce que techniquement, tout est ouvert, tout fonctionne, mais en fait, ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut regarder. C'est à un niveau plus haut, à un niveau global, à un niveau beaucoup plus proche du core business. D'où l'intérêt de mettre un peu de business dans nos dashboards. C'est tout l'intérêt, c'est de travailler, on va y venir après, de travailler le mix technique et le mix métier. Alors, comment faire vivre cette observabilité sur le long terme? C'est un sujet qui est compliqué également, parce que finalement, de la même manière qu'il faut rester pertinent techniquement, apprendre en continu, ça fait partie des éléments du DevOps, de se former en continu. Finalement, suivre l'observabilité de ce qu'on met en œuvre, ça fait partie des éléments qu'il faut absolument avoir en tête. C'est-à-dire pas uniquement son sprint et puis terminer le sprint avec toutes les features qu'on a pu engager et ainsi de suite, mais qu'on se soit dit à chaque fois, j'ai telle chose qui arrive, comment je vais faire pour m'assurer que cette brique que j'ai mis en place soit remontée correctement dans les outils. En fait, pour que ce soit pas quelque chose ce soit pas un pain point pour tout le monde et que ce soit pas une surcharge complémentaire de travail, il faut donc cette acculturation à tous les niveaux, mais il faut également donc le rendre le plus dynamique possible, l'automatiser plus, que tous les workflows qui permettent de déployer n'importe quel élément dans votre infrastructure soient automatisés et atterrissent directement dans les outils. Il faut que ce soit surtout connu de tous et utilisé par tous, parce qu'en fait, l'observabilité meurt à partir du moment où on n'a pas de consommateur de l'observabilité. On se finit par avoir des dashboards qui dépérissent dans un coin, qui sont représentants d'une infrastructure ou d'une architecture qui est datée. Et finalement, on a des outils qui tournent pour rien et des process certainement derrière aussi qui ne sont plus suivis. Donc, en tirer une qualité de données. Pour tout ça, donc, on connaît tous ce cycle-là donc de DevSecOps qui est déployé partout. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'observabilité, il faut vraiment qu'elle vienne se greffer en quatrième élément, comme quelque chose qui sous-tend tout ça, parce que votre avancée dans les features, elle arrive bien, les besoins arrivent bien parce que vous devez avoir plus de consommateurs, vous devez avoir plus d'utilisateurs sur votre plateforme, vous devez avoir moins d'incidents et ainsi de suite. Donc chaque personne qui a un profil dev, un profil plus sécurité, plus système, doit avoir cette culture de l'observabilité pour travailler ensemble et avoir finalement un langage commun. Dans plusieurs SI où j'ai travaillé, on avait des champions qualité, champions sécurité, des personnes qui, comme un moustique, viennent sans arrêt vous rappeler qu'ils sont là et qu'il y a des choses
à respecter pour sécuriser le SI. En fait, c'est véritablement quelque chose qu'il faudrait aussi voir naître dans les SI, ces champions d'observabilité, c'est-à-dire une équipe Ops qui soutient tout l'outillage, hein, les enablers à mettre en place, mais par contre, dans les équipes, dans toutes les équipes agiles, finalement, avoir des personnes qui, je suis dev, mais je sais ce que c'est que l'observabilité et je suis le meilleur placé pour savoir comment superviser ce que je suis en train de mettre en œuvre. Je suis Ops, c'est pareil pour le système. Ouais, il y a un sujet d'évangélisation hein, derrière tout ça. C'est beaucoup d'acculturation et d'embarquement, finalement, dans une thématique qui va prendre de plus en plus de place. On va traiter après un peu plus profondément la partie numérique responsable, mais si on veut pouvoir être capable de montrer et d'avoir des tendances, même sur le travail qu'on produit tout un chacun au quotidien, et ben avoir ces métriques-là, autant que nos métriques CPU RAM, ce sera intéressant pour l'évolution du SI et l'affichage, en tout cas, de données. Embarquer donc un sujet plus profond tel que le changement climatique, voilà comment l'iceberg qu'on a aujourd'hui à construire, qui est quand même assez imposant, parce que la première frontière qu'on voit ici à ce niveau-là, c'est bien souvent celle à laquelle la plupart des environnements informatiques s'arrêtent. On prend des métriques techniques, on les fait apparaître, on met de l'alerting, on fait de la notification, on vient adosser à ça un service de pilotage et de résolution, et puis finalement ça tourne en boucle à ce niveau-là. Là où un outil, quel qu'il soit aujourd'hui, est capable de beaucoup plus à partir du moment où on va commencer à traiter avec les autres acteurs donc, du métier. Et également donc faire que les personnes qui sont dans la technique sont aussi en compréhension des sujets et des enjeux core business de l'environnement dans lequel ils travaillent. À partir de là, on peut conceptualiser les fameux dashboards métiers et qui vont venir agréger finalement leurs métriques dans des dashboards, comme je montrais tout à l'heure, par exemple par rapport au e-commerce. Et seulement à partir de là, on pourra faire d'autres calculs, d'autres représentations qui seront beaucoup plus tournées sur le green et le social. Mais ça, je te laisserai développer cette partie-là. Yes. Et ça donne aussi de la visibilité à ceux qui qui font des choix dans nos systèmes d'information, la direction, d'avoir cette visibilité au même niveau, chacun des produits, la même observabilité. Le produit A, le produit B, on parle de la même chose. C'est important pour ceux qui prennent des décisions d'avoir une vision éclairée de la plus agrégée possible. Ouais. Ouais. Alors une image de l'observabilité, comme on parle de numérique responsable, je prends un graphe du GIEC, tout simplement, pour dire que là derrière, finalement, si on prend ce graphe-là, on peut le comprendre tous très vite, malgré certainement derrière une quantité phénoménale d'indicateurs qu'il a fallu agréger pour pouvoir obtenir cette vision-là et faire des projections. Pour moi, ça, c'est une représentation de ce qu'on devrait pouvoir obtenir sur un dashboard qui sera typé métier, qui sera typé anticipation de comment mon SI va évoluer, comment ma consommation d'un service cloud de manière globale va évoluer. Alors, du coup, oui, on parle de numérique responsable, on parle d'observabilité, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'application? Comment est-ce qu'on intègre cette notion de développement durable dans une application? Comment on doit faire? Il faut l'intégrer de la même manière que la sécurité ou que la qualité. C'est ce que l'on fait déjà dans toutes les applications. Elle doit être exactement au même niveau. On a déjà des personnes qui sont sensibilisées, qui sont formées à la qualité, qui sont formées à la sécurité. Il en faut de même pour le numérique responsable, pour mesurer cet impact environnemental. Où est-ce qu'on va le faire? On va le faire tout au long de la vie du projet, dès la conception, pour pouvoir faire les bons choix. Il faut intégrer les bonnes technos, il faut intégrer les bons designs. Dans la réalisation, parce qu'il va nous falloir nos indicateurs de suivi, comme pour la sécurité, comme pour la qualité, exactement pareil, on va devoir mettre en place nos indicateurs, les suivre et prendre des décisions par rapport à ça. Et aussi sur les maintenances, parce que les maintenances, c'est quoi? C'est aussi des remontées d'indicateurs, où on va devoir suivre la qualité et la sécurité, corriger les problèmes, et pareil pour le développement durable, pour l'impact de l'application
sur l'environnement. Si on ne respecte pas les exigences, on a besoin d'avoir d'indicateurs à ce moment-là. Et pour faire tout ça correctement, parce qu'on le fait déjà en fait, ça, on a déjà, comme tu disais juste avant, on a déjà des indicateurs techniques qui remontent dans des petits dashboards qui sont un petit peu éparpillés, qui sont mesurés, surtout pour les développeurs, un petit peu pour les pilotes de projet. Pour le faire bien, il faut le faire avec l'observabilité, qui doit intervenir du coup partout et qui doit être mis en place justement par ce profil OBS, et pas OPS, attention, pas confondre. Le profil OBS, on va l'intégrer dès le début, autour de la table, avec tous les autres acteurs. Comme on avait fait à un moment donné, on avait mis un petit peu de côté les UX UI qu'on a ramenés depuis peu autour de la table dès la conception. L'OBS, dès le début, il doit être là pour discuter, pour donner son avis, et plus que ça, pour nous guider. Si on revient à la conception, c'est lui à base de référentiels existants qu'on peut avoir sur les cloud providers. Ils ont tous un impact de l'utilisation de leur plateforme, mais aussi à base de référentiels qui seront construits. Luc reviendra un peu après sur tout ce qui est référentiel, numérique responsable. Il va nous aider du coup à faire ces fameux choix techniques, ces fameux choix de design, d'architecture. Et même mieux que ça, il va travailler aussi avec le FinOps. Parce que le FinOps, lui, ce qu'il veut, c'est dépenser le moins de ressources possible. Ce qui est génial, c'est ce qu'on veut faire avec du numérique responsable. On veut dépenser le moins de ressources possible. Du coup, le FinOps, il va en plus challenger ce que va proposer l'OBS. Donc lui aussi sera autour de la table. Au niveau des réals, l'OBS, il sera là aussi. Alors quand je dis OBS, ce n'est pas une seule personne. Comme on disait tout à l'heure, c'est une équipe qui peut intervenir sur les différentes strates en fait, de l'entreprise. Sur la réalisation, c'est lui qui va nous aider à créer les indicateurs. Parce qu'on dit qu'on veut des indicateurs, mais il faut savoir quoi remonter comme information. Comment on les construit. Et surtout après, comment on les crée. Comment on va faire les configurations techniques des applications, l'intégration d'un genre ou autre, qui vont nous permettre de remonter vraiment ces indicateurs. Et qui soient cohérents aussi entre tous les produits dans l'entreprise. En fait. Encore une fois, cohérentes. Et comme tu le disais tout à l'heure aussi, les métriques, il faut les monter, mais pour les différentes strates. Pour la technique, pour le métier, aussi pour des pilotes qui ont besoin de vérifier que financièrement tout se passe bien, mais aussi pour la stratégie, l'entreprise, pour vérifier que les applications répondent bien aux besoins de la stratégie. Tout ça sont des indicateurs différents sur aussi bien les exigences d'impact environnemental que de la sécu, que de la qualité. Et sur la maintenance, c'est la même chose aussi. On a besoin aussi d'avoir ces indicateurs qui vont remonter encore une fois pour les suivis et pour les correctifs qu'il pourrait y avoir à faire. Parce que dans une architecture cloud hybride, multi-cloud, avec de l'on-premise, des VPN, tout ce que vous voulez, vous avez besoin de contexte. L'équipe elle a besoin de contexte, elle a besoin de traces. Et ça, il faut que ça se remonte proprement. Et sur toutes les exigences qui concernent l'application. Donc je parlais de référentiels. Ces référentiels sont assez importants. Et je vais laisser Luc enchaîner là-dessus. Yes, merci. Donc Jacques nous donne une vision dev, finalement, dev run. Build et run. Build et run, excuse-moi, ouais, tout à fait. Et moi, j'ai plus eu la casquette un peu gestion de programme, gestion de projet. Et en fait, l'observabilité, ça va nous permettre d'avoir un référentiel commun, d'avoir tous le même langage avec l'ensemble des parties prenantes, décideurs, chefs de projet, product owner, product manager, développeurs, testeurs, métiers. J'en oublie peut-être aussi, excusez-moi. Mais l'idée, c'est vraiment ce langage commun. Sur ce graphique, en fait, on voit deux choses. Donc, la partie consommation des ressources et le côté humain. Sur la partie consommation des ressources, finalement, pour simplifier, finalement, quand on parle de ressources informatiques, finalement, on va parler de stockage classique, d'échange de données entre API, échange de données entre serveurs et clients. On va aussi parler de charge de calcul serveur client-side, ou au niveau client aussi. Il y a des outils qui nous permettent d'aller capter de l'information sur les devices de nos clients pour voir quel est l'état de leur CPU, quel est l'état de leur mémoire, etc. Donc, autant en profiter. Donc, ouais, c'est ça. En fait, avec le cloud,
On peut avoir plusieurs fournisseurs. On est de plus en plus en API. Je pense qu'on en a pas mal parlé autour des conférences aujourd'hui. L'idée, finalement, donc, c'est d'agréger toutes ces données avec un référentiel des tags communs et de se dire, j'ai cette donnée, alors peut-être pas en temps réel, mais de manière suffisamment récurrente pour pouvoir se dire, oui, j'avance dans la bonne direction. OK ? Aujourd'hui, les iScalers focus pas mal sur la partie empreinte carbone de leur outil. C'est intéressant, ça permet de faire des calculs, c'est très bien, c'est un premier pas. Mais on oublie aussi toutes les ressources en eau, en énergie, en ressources amniotiques pour construire les devices et ainsi de suite. Donc c'est une vue qui n'est pas complète. L'idée, c'est d'être agnostique de ces dashboards que nous fournissent les fournisseurs cloud et de se dire, je construis mon propre référentiel qui va me permettre d'avancer. Donc ça, c'est la partie ressources. Ensuite, il y a la partie humaine. On va pouvoir mettre, par exemple, un système d'information bien conçu, un système d'information qu'on pourrait qualifier de numérique responsable, c'est que ce soit un SI utilisé, utile, utilisable. Je vais développer. Utiliser, c'est de se dire, je vais comparer l'évolution du nombre d'utilisateurs par rapport aux ressources. Un nombre d'utilisateurs constant, est-ce que je consomme de plus en plus de ressources? Ensuite, utile. Donc ça, on avait utilisé une vue un peu macro. Utile, c'est peut-être au niveau du produit. Nos marketeurs, l'équipe marketing, excusez-moi, a dit il faut à tout prix développer ça, c'est hyper important, ça va nous faire plein de business, etc. Ok, donc on va mesurer peut-être les performances économiques. Et aussi, on peut aussi, au niveau de l'application, c'est de se dire, cette nouvelle fonctionnalité, est-ce qu'elle est vraiment utile? Si elle ne l'est pas, pourquoi la garder? C'est s'encombrer dans son... il va falloir la maintenir, il va falloir lui appliquer des pages de correctifs, etc. Mon beau-père, il travaille dans... il travaillait, il est un peu plus âgé, mais en tout cas, il travaillait dans toute la partie avionique. Et en fait, il m'expliquait que pour être certifié, un code ne devait pas contenir de code mort. Il devait contenir aussi que des fonctions utiles. Moi, j'aime bien ce point de vue-là parce qu'aujourd'hui, dans le Nord, on fait pas mal de retail. Et je pense, alors je ne suis pas dev, bref, je pense malgré tout qu'on pourrait largement optimiser nos codes pour qu'ils soient plus performants. Performants qui consomment aussi moins de ressources. De la même manière, toujours sur cette image de l'avion, aujourd'hui, on a une tolérance aux bugs sur un site e-commerce qui est quelquefois assez dingue. Si on avait cette même tolérance sur les avions, on aurait peut-être plus de crash. Donc, l'idée dans l'utilisable, c'est de se dire je vais mesurer les anomalies et je vais m'assurer que tous mes clients puissent profiter de mon développement. J'entendais récemment dans la boîte où je suis en prestation aujourd'hui, quelqu'un qui me disait c'est bien beau les États-Unis, on va peut-être pouvoir y aller, mais par contre notre front n'est pas du tout accessible. Et si on mettait ça en prod, on se prendrait des class actions et on serait carrément dans la merde. En fait, il y a quand même un intérêt dans tout ça. Donc c'est toujours numérique responsable, c'est allier l'économique, le social et l'environnemental. Et en fait, il y a un vrai lien entre tout ça. Faire en sorte de permettre à plus d'utilisateurs d'utiliser notre système d'information, c'est un réel intérêt. C'est un intérêt social pour éviter des gens qui ont du mal à payer leur device de pouvoir l'utiliser.
Et ça a aussi un intérêt économique, ça nous permet de s'ouvrir à une plus large clientèle. Voilà. Où j'en suis? Hop, hop, hop. Je vais parler de ça. Ah oui. Frédéric Bordage. Frédéric Bordage, leader du numérique durable. Je pense qu'il y en a plusieurs qui le connaissent. Ouais. Bon. Lui dit, en fait, si on veut s'attaquer à l'empreinte du numérique responsable, à l'empreinte du numérique, excusez-moi, le leitmotiv, c'est moins d'équipement, plus longtemps. Et en appliquant cela, on s'attaque à 75% du problème. En effet, en fait, en ayant cette démarche numérique responsable, en ayant les bons dashboards aussi, avec l'observabilité pour le mesurer, on va s'attaquer aux ressources directes de la planète. On va pouvoir maîtriser notre empreinte carbone. Est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que toutes les actions que je mène permettent de réduire cela? Quand on parle de ressources, on parle aussi de ressources indirectes. Est-ce que finalement mon SI est utilisable sur des anciens devices? On peut aussi le mesurer, ça. En parlant des ressources. Les ressources, on sait qu'il y a beaucoup de tensions au niveau des ressources. On sait qu'il y a des problèmes d'extraction, d'exploitation des hommes par les hommes. L'idée, c'est de se dire, moi, à mon niveau, si je me fixe des objectifs là-dedans, si j'ai cette démarche-là, je vais aussi agir sur l'humain. Donc voilà, ressources directes de la planète, on en a parlé. Ressources indirectes de la planète, on en a parlé. L'humain lié à la consommation des ressources, on en a parlé. Et humain lié à l'usage, c'est ce que je vous disais. Se dire, tiens, c'est super, je vais avoir une fiche produit avec des vidéos qui s'animent, etc. Dès l'ouverture de la fiche produit, ça va être classe, ça va être beau, etc. Sauf que peut-être ça va marcher à Lille. Par contre, en pleine campagne, si on n'arrive plus à regarder la fiche produit, on n'arrive plus à commander parce que finalement, la fiche produit est trop longue à charger, là, on a un problème. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de concilier tout ça. J'espère que je ne suis pas trop long. Ah oui. Très beau, très beau dashboard que nous a fait Sébastien. Sébastien qui est ici présent. On le remercie pour toutes ces belles slides. L'idée, un peu, ça, c'est une image. Hein. C'est de se dire, au niveau des dashboards, on peut avoir des dashboards. L'idée, c'est d'avoir des dashboards qui parlent à chacun. Dashboard décideur, peut-être très macro. Dashboard produit. Dashboard métier. Un peu de transparence, hein, c'est l'agilité. On est d'accord, ça fait partie d'un des principes. Et c'est de se dire, tiens, voilà, aujourd'hui, j'étais là. L'objectif des accords de Paris, c'est d'être là sur l'objectif carbone, par exemple. Alors, ce n'est pas les accords de Paris, excusez-moi, je corrigerai plus tard. L'idée, c'est d'avoir du visuel qui parle à tout le monde, basé sur de la data réelle, et de se dire, au niveau de mon produit, par exemple, moi, j'ai ce plan d'action, j'enlève les select all, je peux suivre des actions. Donc, des actions macro au niveau du SI et des actions au niveau des produits. Se dire, voilà, chacun avance. Et l'idée, c'est de mesurer aussi régulièrement notre avancée. C'est de se dire, on est dans un processus de continuous delivery. C'est de se dire, OK, j'ai livré, et maintenant? OK, j'ai livré, et maintenant? C'est de le faire de manière beaucoup plus récurrente, itérative, exactement. Donc, ouais, j'ai parlé de vision décideur sur les dashboards, vision produit IT, vision métier. En fait, effectivement, je vais peut-être passer la slide suivante. Tac. Les accords de Paris, on a entendu parler. Aujourd'hui, on n'a pas de chance, il pleut dans le Nord, mais on sait que la température sur l'année 2023 est limite. Les accords de Paris, c'est de se dire qu'on ne doit pas, sur une période de 10 ans, augmenter la moyenne des températures de plus de 1,5 degré. Sur 2023, juste sur l'année, je crois qu'on est à 1,4 degré. J'ai cru lire ça dans les informations récemment. Je n'ai pas la source, mais je crois que c'était dans le monde. Aussi, le Grenelle II nous impose aux sociétés, aux entreprises d'une certaine taille,
de faire un bilan carbone tous les 3-4 ans. On ne va pas attendre 3-4 ans, se dire hey, j'étais là et maintenant je suis là. Ah ben merde, je me suis gouré. J'ai pas pris la bonne direction. L'idée de l'observabilité, c'est de se dire, comme je le disais, continuous delivery, c'est de se dire, je mesure à chaque fois ma marge de progrès. On a aussi une vision très émission carbone sur ce que nous impose la loi. Demain, si ça se trouve, la loi va nous demander d'autres métriques sur notre consommation en eau, j'en sais rien, etc. Vas-y. Quelque chose qui, de toute façon, est amené à arriver, parce qu'au niveau européen, il y a des propositions de loi qui sont en cours de rédaction, et même d'un point de vue franco-français, de toute façon, il y aura à terme des obligations pour les entreprises de présenter des éléments factuels par rapport à justement leur engagement sur le numérique responsable, sur leur consommation. Alors il n'y a pas que le numérique, hein, là-dedans bien sûr, dans une société qui fait du transport, il y a les camions, ainsi de suite. Hein. Ça couvre tous les secteurs, mais nous on va aussi finalement être acteurs là-dedans. Il y aura, de la même manière qu'on présente des bilans consolidés, qu'on a la comptabilité publique qui doit être présentée de manière annuelle, il y aura exactement la même chose finalement qui va se mettre en œuvre plus ou moins à marche forcée. Mais en tout cas, l'observabilité sera un des éléments techniques, en tout cas, puisque nous, on est fortement techniciens finalement dans toute cette histoire. Avec juste cette capacité de se dire je peux moi-même, à mon niveau, même si je fais partie des petits moustiques comme j'expliquais tout à l'heure, influer comme je peux sur ce coût global de l'informatique et du numérique. C'est ça, en fait, avec l'observabilité, on va pouvoir positionner des KPI commerce, mais aussi des KPI sur des mesures où on peut influer. Et l'observabilité, finalement, va nous permettre d'avoir cette vision éclairée de la situation, toujours dans ce processus d'amélioration continue. Voilà. Je vais te laisser conclure, du coup, Guillaume. Ouais. Voilà, donc ce qu'on voulait présenter dans ce talk, c'était finalement pas tellement de la technique pure et dure, mais la capacité qu'on a au travers d'outils qui finalement sont là pour, dans un premier temps, surveiller l'état de nos plateformes et de ce qu'on délivre en termes de services à nos clients. Qu'on est en capacité aussi tout simplement de se poser la question d'une autre manière, moins technique, plus orientée sur quelque chose qui est haut niveau, qui est à la fois bénéfique pour l'activité des entreprises pour lesquelles on travaille et qui ont un core business bien spécifique, mais également en se disant qu'on peut tout à fait adresser des thématiques beaucoup plus fondamentales, enfin en tout cas qui nous sont adressées aujourd'hui, au travers des différents items qu'on a présentés durant tout ce talk. Donc, si jamais vous avez des questions sur l'accompagnement qu'on est à même de faire, si vous avez des questions sur la supervision de manière générale, sur les process qui sont associés, tout ce qui vient s'agréger autour des outils d'observabilité et qui permettent de la rendre plus facile, plus aisée, plus pertinente. On est à votre disposition au stand Open, donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions, on se fera un plaisir de vous répondre. On a peut-être encore un peu de temps pour des questions là en direct. Alors les questions, là, elles arrivent. Voilà. Non, il faut... Est-ce qu'il y a des questions déjà? On verra s'il y a du temps et sinon on se retrouvera sur le stand. On a été extrêmement clair, j'ai l'impression. Oui. Juste une question, l'observabilité c'est bien, mais du coup ça coûte aussi.
responsable. Alors tout à fait. Il suffit de revoir le slide qui était présenté tout à l'heure sur l'utilisé, utilisable et utile. Finalement, la question en tant que telle, elle se pose elle-même à l'outil observabilité, parce que c'est ni plus ni moins qu'un outil technique. Comme je vous disais, on est technicien. Moi, je suis dans la technique aussi, autour de ce produit-là plus spécifiquement. Et il y a ces questions-là. C'est le travail avec les développeurs pour voir comment on filtre les logs qu'on pousse dans l'outil pour diminuer la quantité de logs stockés, parce que on a vu que le stockage, c'est un des items qu'il faut travailler. Donc oui, c'est un outil qui vient se poser, c'est un outil chapeau finalement, et une thématique chapeau sur tout le SI. Ouais. Du coup, ma question, c'était comment on fait un peu la balance entre ce que ça coûte et ce que ça va rapporter derrière. Effectivement, je pense que quand je parlais à un moment donné, je disais en temps réel ou pas. À un moment donné, effectivement, il faut avoir cette approche d'éco-conception autour de ce processus d'observabilité. Mais si on n'est pas dans ce processus, j'ai du mal à voir comment on va pouvoir mesurer notre marge de progression. Mais oui, il faut avoir cette démarche d'éco-conception autour du processus d'observabilité. Je pense que c'est là où tu veux en venir. Oui, ouais, c'est ça. C'est comment on arrive à mesurer justement. Parce que des fois, justement, l'observabilité coupe en elle-même même plus cher que les services, ça, souvent même, je pense. Pour certaines solutions, effectivement, qui sont... et c'est encore plus gênant, finalement, quand on sait que la solution a un coût très conséquent sur le budget du SI, et qu'on se rend compte que, finalement, c'est un outil, comme je disais tout à l'heure dans une des slides, le faire perdurer, il faut qu'on le rende utile. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est que véritablement... c'est pas l'affaire juste d'une équipe Ops qui va amener faire tenir la solution et la mettre à disposition de tous. Il y a tout ce côté acculturation. Alors là, c'est le micro qui se balade. Il y a tout ce côté acculturation finalement qu'il faut vraiment travailler aussi pour arriver à avoir une observabilité qui est utile et qui effectivement n'est pas un centre de coût. Je crois qu'on nous invite à couper. Mais on est tous les trois disponibles pour qu'on puisse en discuter, peut-être juste là ou à côté de notre stand. Voilà, si vous voulez en discuter, on est près de notre stand. Et à tout de suite. Merci beaucoup en tout cas.